Salut, précédemment j'ai raconté une histoire avec une drôle de femme qui m'avait raccompagné chez moi. Malheureusement, il m'est arrivé d'autres péripéties, et en voici une autre. Tout d'abord, j'avais 14 ans, et c'était les vacances de février. Et à ce moment-là, j'allais dans un centre aéré pour adolescents. Et ce jour-là, on a fait une activité qui a duré plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à 17h, on a fini à 18h30. Il faut savoir que mes parents n'ont pas pu venir me chercher, donc j'ai dû rentrer à pied. À cette époque, j'avais encore mon problème à ma jambe, que j'ai expliqué dans mon autre histoire. Mais pour faire court, je boite et donc j'avais une attelle à ma jambe gauche. Le fait est que je marche doucement et donc courir c'est pas mon fort. Il faisait donc nuit noire et je fais le chemin pour rentrer chez moi. À savoir qu'à quelques mètres devant moi, il y avait des adolescents de mon centre et ça me rassurait car je n'étais pas seul à rentrer. Les adolescents devant moi arrivent près d'un arrêt de bus abandonné et devant cet arrêt de bus, il y avait un mec vraiment bizarre. Il avait l'air sale et pompette et même de loin, il me faisait peur. J'avais un mauvais pressentiment, mais voyant qu'il ne fait rien de mal aux adolescents qui sont passés devant lui, cela me rassure. À mon tour, je passe devant lui, et là, il lâche un grognement. Enfin, je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il m'a dit. Je décide donc de l'ignorer car il commence à me stresser. J'accélère mon pas, mais j'entends qu'il commence à marcher. Je me retourne et remarque qu'il me suit en grognant des sons que je n'arrive même pas à déchiffrer. Je commence à courir, mais je suis en panique car, au vu de mon problème à la jambe, je ne cours pas du tout vite et donc il est facile pour lui de me rattraper. Je décide donc de ne pas prendre le chemin de ma maison car mes parents n'y sont pas et de suivre les adolescents. Malheureusement, ils continuaient de me suivre en avançant de plus en plus vite. J'avais très envie de pleurer car pour moi c'était évident qu'il allait m'arriver quelque chose car j'avais de plus en plus de mal à tenir la cadence et à continuer de courir. À un moment, je vois que les adolescents s'enfoncent dans une ruelle et je me dis donc que je vais continuer de les suivre, comme le mec est un petit peu plus loin et que la ruelle est assez étroite. Je me suis dit que c'était la meilleure issue, car la ruelle ne se voyait pas beaucoup et je pensais d'ailleurs que c'était à la base un cul-de-sac. Mais non, elle était même reliée à la rue de mon quartier. Quand je me suis enfoncé dans la ruelle, j'ai continué à courir jusqu'à chez moi, du moins comme j'ai pu, en me retenant toutes les 10 secondes et je ne l'avais plus vu au moment où je suis rentré dans la ruelle. Dès que je suis rentré chez moi, je suis resté dans mon couloir, dans le noir, en attendant mes parents. J'avais tellement peur, je me disais qu'il avait continué de me suivre au loin et qu'il finirait par toquer à ma porte. Quelques temps plus tard, mes parents sont rentrés. J'étais plus calme et j'ai donc expliqué la situation à mes parents en disant qu'il faisait noir et que je ne voulais plus rentrer seul. Malheureusement, mon père n'était pas très réceptif. Il a décidé que je devais quand même continuer à rentrer seul. J'étais hyper stressé et par la suite j'ai fait la même route avec une amie qui habitait dans le même quartier que moi. Mais ce n'était pas tous les jours, donc les fois où j'étais seul, je suivais de très près les adolescents de la dernière fois. Et quand j'arrivais dans mon quartier, je marchais vite ou bien je courais. Suite à cet incident, je n'ai plus jamais revu cet homme. Et je ne sais toujours pas ce qu'il voulait me dire et pourquoi il m'a suivi. Heureusement pour moi, par la suite, ma mère a réussi à convaincre mon père. Elle a dit que si jamais quelque chose n'allait pas, elle irait me récupérer ou dès qu'elle le pouvait, elle viendrait me chercher. Actuellement, j'ai 18 ans et je n'ai plus peur de rentrer seul quand il fait noir car cela m'arrive fréquemment. Et que j'ai grandi. Malgré tout, j'ai certains tics comme par exemple me retourner assez fréquemment quand je suis dans le noir. On ne sait jamais. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah nous on est toujours friands de ce genre d'histoire, c'est pour ça que vous suivez la chaîne j'imagine. Allez, on passe à la prochaine histoire. Quand j'étais au lycée, je jouais dans l'équipe de basketball et je courais sur piste. Pour maintenir mon cardio, j'avais l'habitude de parcourir ce sentier de randonnée de 11 km qui traversait les collines juste à l'extérieur de ma ville. C'était une petite ville assez sûre et tout le monde se connaissait. Je ne dirais pas que ce sentier était éloigné, car à certains endroits, vous passeriez devant un parc à chiens. Des voies ferrées et un tronçon longeaient l'autoroute. Mais certaines parties étaient assez profondes dans les bois. Il y avait une option pour faire une boucle de 4 km à l'intérieur de ce sentier de 11 km. Et les gens empruntaient cet itinéraire beaucoup plus souvent. Je n'ai presque jamais rencontré personne sur la boucle longue. J'ai couru ce même sentier pendant 3 ans et rien d'étrange ne s'est jamais produit jusqu'à ce jour. Cela a commencé comme d'habitude. J'ai garé ma voiture sur le chemin de terre qui sortait de l'autoroute. Je me suis fumé un petit truc et j'ai scroll sur mon téléphone. J'ai mis mes écouteurs, mis un chewing-gum dans ma bouche et j'ai commencé à marcher vers le sentier. Les seules choses que j'emportais avec moi lors de mes courses étaient mon téléphone, mes écouteurs et une seule clé de voiture enroulée autour de mon index. Je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un sur le sentier ce jour-là. C'était l'après-midi et il n'était pas anormal que le sentier soit moins fréquenté qu'il ne l'aurait été le soir.
J'ai marché quelques minutes alors que j'étais encore sur le chemin de pierre concassé. Une fois que vous avez parcouru un peu le sentier, il devenait assez accidenté. De la terre et de la boue avec de grosses racines d'arbres qui la traversent dans toutes les directions. J'étais à peu près à mi-chemin de la boucle de 11 km et c'était vraiment la partie la plus éloignée de celle-ci. C'était toute la forêt. Il y avait beaucoup de collines et de creux dans le chemin et de gros rochers tout autour de soi. Je n'ai rien vu ni entendu d'étrange. Mais de nulle part, j'ai eu ce sentiment extrême de terreur qui m'a envahi. J'ai continué à courir, je n'ai pas vraiment réagi. Une fois que j'ai atteint une partie plus plate du sentier à quelques mètres à peine, j'ai enlevé mes écouteurs tout en gardant le même rythme de course. J'ai remarqué que c'était étrangement silencieux. Mais je n'ai pas vécu un moment où j'ai reconnu que cela signifiait qu'il y avait probablement une sorte de prédateur dans la région. Les seuls prédateurs qui auraient été autour de moi pour la faune seraient un coyote, peut-être un ours. Mais cela serait très peu probable, car il n'y a jamais d'observation d'ours près de la ville. J'ai ralenti mon jogging pour marcher, parce que le sentier devenait raide, et que je devais marcher sur des rochers à hauteur de genoux. Mais j'avançais toujours rapidement, parce que j'avais l'impression que quelque chose était derrière moi. Pour une raison quelconque, cette partie suivante est très difficile à retenir. Juste, cette tranche d'environ 30 secondes me donne presque l'impression d'essayer de me souvenir d'un rêve que j'ai fait. Mais j'ai vu quelque chose dans les arbres. Lorsque j'essaye de me souvenir, je ne peux pas me l'imaginer complètement. Presque comme si je regardais une image floue. Ce n'était pas un animal, c'était une personne. Je ne peux pas l'expliquer, mais je pouvais clairement sentir que c'était un homme. J'ai fait semblant de ne pas voir la silhouette dans les arbres. Je me souviens avoir fait ça pour qu'il ne sache pas que j'étais au courant de sa présence. C'était inconscient, automatique et 100% instinctif. Il était devant moi, mais sur le côté, à 2 heures environ. Et il n'a pas bougé lorsque je suis passé. La personne s'est juste tenue là, complètement immobile, et m'a regardé passer. Une fois que j'ai pris un virage environ 5 mètres plus loin, j'ai couru tellement vite que j'ai eu l'impression que mes pieds allaient se détacher de mon corps. Je me souviens de la faiblesse de mes genoux lors de ce sprint. Mais l'adrénaline me transportait à une vitesse plus rapide que jamais dans ma vie. Je n'ai pas entendu de pas, mais j'avais l'impression qu'il était juste derrière moi. Comme si j'allais sentir 2 mains se tendre et m'attraper à tout moment. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je sois hors des arbres et que je puisse voir ma voiture. Cela peut sembler décevant, mais rien ne s'est passé. Et quand j'ai regardé en arrière après avoir quitté les arbres, il n'y avait personne. J'étais encore sur le coup de l'adrénaline, mais le sentiment profond de terreur est parti quelques minutes après son arrivée. Je savais juste que je ne pouvais pas m'arrêter de courir tant que je n'étais pas sorti de là. Rien de tel ne m'est jamais arrivé avant ou après cette course. Cependant, j'ai changé de piste après 2 ou 3 visites supplémentaires. Je n'ai pas ressenti le sentiment de terreur que j'avais ressenti ce jour-là, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cela pourrait se reproduire. Parfois, je me demande si quelque chose me serait arrivé si j'avais continué à courir là-bas. Je n'habite plus là-bas, je n'y habite plus depuis un moment, et je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit de mal qui s'y soit passé. Mais quelqu'un était dans les bois ce jour-là, et il n'avait pas de bonnes intentions quand il m'a vu passer à côté de lui, debout dans les arbres. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans les bois et a-t-il ressenti ce sentiment de terreur sans voir ni entendre de danger? J'aimerais lire des expériences similaires. Pourquoi il y avait un mec dans les arbres en haut? Je sais pas, je peux pas te dire, j'étais pas là. Voilà, non, ce n'était pas moi sur cet arbre, ouais, je sais. Voilà, bref, j'ai pas trop de choses à dire sur cette conclusion, donc on va passer au prochain thread d'horreur. Bonjour tout le monde, j'ai récemment rendu visite à un ami dans un autre état. Tout semblait bien la plupart des nuits, jusqu'à ce que je revienne plus tard. Mon ami a eu des trucs bizarres pendant des années et n'a jamais rien fait à ce sujet. Et je suis resté chez lui pendant 1 semaine et j'ai vécu ça durement la dernière nuit là-bas. La chose la plus importante qui s'est produite, c'est lorsque nous jouions de la musique ensemble. Une voix est sortie du haut-parleur et a parlé, et cela sonnait fortement retardé et avait des effets dessus, comme les effets que nous avions sur nos synthés ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que la voix a essayé de dire, et je ne vais même pas essayer de le comprendre. La première fois que cela s'est produit, je l'ai considéré comme une interférence ou quelque chose du genre. Mais cela s'est produit à nouveau et ça sonnait de la même manière. Ce soir-là, nous avons regardé une émission sur YouTube. Et il y a eu un coup à la porte. Après que mon ami soit parti, eh bien j'étais seul dans la pièce. J'ai entendu un sifflement, comme un serpent à sonnette venant de la salle de bain, et des mouvements dans la pièce derrière moi. J'avais tellement peur que je suis resté éveillé jusqu'à ce que les gens se réveillent dans la maison. Maintenant, en regardant en arrière, j'ai entendu le sifflement avant.
et j'ai eu l'impression que quelque chose avait touché mon pied une nuit. J'étais tellement fatigué que j'ai laissé tomber et que je me suis rendormi. Le truc du pied, je suis prêt à dire que c'était mon imagination quand je dormais. Le sifflement, je suis prêt à faire des compromis et à dire que c'était la plomberie, même si cela ne s'est produit qu'au milieu de la nuit dernière et quand mon pied est devenu touché. Mais le coup à la porte et la voix, ça, je ne peux pas l'expliquer. Mon ami a dit avoir entendu et vu ces choses pendant des années, mais il essaye simplement de les ignorer. C'est arrivé dans son ancienne maison à 15 heures de route, et si cela est réel, il l'a suivi dans sa nouvelle maison. Ma question est maintenant de savoir si cette chose aurait pu me suivre chez moi. Je n'ai rien remarqué ces derniers jours. J'ai prié constamment au nom de Jésus et j'ai prié sans attachement. Je suis allé plusieurs fois chez lui et j'ai dormi une fois. J'ai été témoin de trucs effrayants, mais jamais à ce niveau. Je pense clairement que cette entité ne m'a pas suivi. Et on va pas se mentir, ce serait tant mieux. Ce serait con d'aller chez lui et de ramener ça chez toi. Même si bon, pour le coup, c'est son pote qui a l'entité, mais c'est quand même mieux que de l'avoir chez soi. Bref, passons maintenant à la prochaine histoire. Alors, avant que je te raconte cette histoire, si t'es encore là, c'est que tu kiffes. Alors si tu n'as pas encore mis ton pouce bleu, je t'invite à le faire. Et si t'étais pas abonné, je t'invite à le faire, je pense que t'as quand même bien kiffé, donc tu devrais kiffer les prochaines vidéos. Allez, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Myriam. Pour vous mettre dans le contexte, elle habite aux États-Unis, et plus particulièrement à San Francisco. C'est une femme de 28 ans qui travaille pour une entreprise à San Francisco. Elle n'a pas précisé laquelle. Si ce n'est que justement, pour son travail, elle va se rendre à Sacramento à environ 100 km de là. Elle a du boulot là-bas pendant 3 jours. Elle doit donner des instructions et gérer un dossier. Je peux pas vous en dire plus, c'est la seule info que j'ai. On sait juste qu'elle va pour cette période loger à l'hôtel qui se trouve dans un quartier reculé de la ville. Et son boulot, quant à lui, va se dérouler en centre-ville. Son travail va se terminer très tard et vers 23h10, elle se rend à la station de tram la plus proche. Bon, malheureusement, elle est quasiment arrivée et elle voit quoi? Le tram qui passe sous son nez. Ce qui fait qu'elle va devoir attendre le prochain tramway qui va être le dernier de la soirée. Après ça, plus de tram. Elle attend alors en étant assise sur un banc et elle regarde son téléphone. Elle est encore un peu en mode boulot et justement, elle se dit allez, ça y est, c'est fini. Maintenant, tu te calmes et t'arrêtes, faut te reposer. Elle décide alors d'envoyer des messages à sa sœur et comme elle le dit aussi, c'est sa meilleure amie. Du coup, elle lui raconte comment s'est passée sa journée et elle lui demande comment sa journée s'est passée de son côté. Elle se raconte alors des trucs assez basiques et enfin, le tram arrive. À ce moment-là, elle est contente car elle va enfin pouvoir rentrer à l'hôtel et se reposer. Et surtout, il fait frais dans le tram, vu que dehors, il faisait bien chaud. Myriam précise que cette journée-là était vraiment chaude, même si effectivement à 23h il commençait à faire moins chaud, mais il fait toujours un petit peu lourd. Elle rentre dans le tram et il y a 2 autres personnes qui sont bien loin dans d'autres wagons. Tout va bien, elle décide d'aller s'installer dans un carré de 4 sièges. Elle continue de parler à sa sœur par SMS et le prochain arrêt arrive. Elle ne remarque pas trop ce qui se passe et elle continue sa discussion. Le tram continue son chemin et du coin de l'œil, elle capte qu'un gars s'est installé dans le carré de 4 à côté du sien. Elle le regarde pas vraiment au début, elle continue son truc, mais elle va vite se dire que le gars est chelou. Alors comment dire, elle ne l'a pas vu directement, mais de ses oreilles, elle peut entendre des bruits bizarres. Je vais essayer de te faire comprendre, mais elle entend des bruits de personnes qui pratiquent l'acte 18+, tu vois. Alors là, elle est choquée de ouf. Du coup, elle se tourne en mode mais what? C'est quoi ce délire? Du coup, elle le regarde et le gars de 1 déjà, il est torse nu. Et en 2, il tient son téléphone comme ça devant lui. Et ouais, elle peut voir qu'il est en train de regarder du contenu, voilà. T'as capté. Sauf que là, elle est en train de bugger en regardant ce qui se trouve sur l'écran du mec. Et quand enfin elle débloque du truc, elle peut voir que le gars est en train de la regarder en souriant comme un fou. Et il lui fait ce mouvement de tête là, en mode comme ça. Alors, un truc comme ça. En voyant ça, elle baisse les yeux et elle retourne sur son écran direct pour essayer d'expliquer ça à sa sœur. Elle est entre 2 modes. C'est un petit peu marrant en mode mais c'est quoi ce taré? Pourquoi il fait ça dans un tram? Et en même temps, justement, elle se dit est-ce que le mec est pas un petit peu fou de faire ça? Elle commence directement à écrire tout ça à sa sœur et là, elle voit que le mec se lève. Il regarde à droite, à gauche. Elle fait un petit peu de même et justement, elle voit que personne d'autre n'est dans le tram. Le gars va alors se mettre juste à côté d'elle et mettre ses pieds sur le siège devant lui, ce qui fait que le passage est bloqué pour elle si jamais elle veut sortir. À ce moment-là, elle a le démon. Elle est coincée avec un mec chelou qui est à côté d'elle et qui regarde des trucs chelous. En plus de ça, son arrêt est pas près d'arriver. Elle en a facile pour 15-20 minutes d'horreur. Elle essaye donc de se concentrer sur son écran à elle,
Sauf que du coup, elle a peur d'écrire sur son téléphone pour ne pas que le gars voit ce qu'elle écrit. Elle se tourne donc limite dos à lui et vers la fenêtre. Sauf qu'à un moment, elle entend un des bruits de la vidéo très très fort. Et inconsciemment, elle se retourne. Alors le mec va la regarder et lui faire un grand sourire pour lui dire « Alors, t'aimes bien ça? J'avais senti que t'étais partante depuis le début. » Elle lui répond que non, pas du tout, elle ne veut pas voir ça en fait. Là, malheureusement, il va lui répondre « Bah oui, toi t'aimes pas voir ça. T'aimes le faire, grosse... Je t'épargne les détails. » En entendant ça, Myriam, elle lui dit « Mais what? Pardon? T'as dit quoi là ?» Du coup, il enchaîne en lui disant « Ouais, t'as bien entendu, grosse Alors là, elle va répondre un truc cash, net et précis auquel je ne me serais pas attendu. « Ouais, j'aime faire ça, mais jamais de la vie je coucherai avec un mec comme toi. Tu me dégoûtes. » Sa réponse, elle est trop bien en vrai. Bref, après avoir entendu ça, le gars va arrêter d'avoir son téléphone devant lui et dit à Myriam « Ok, j'ai compris ton problème à toi. T'es raciste en fait. » Alors, guillemets, d'habitude dans les histoires, je ne donne pas la couleur des personnes ou quoi. Déjà parce que généralement, on le sait pas ou bien ça ne rajoute strictement rien à l'histoire. Mais là, pour le coup, Myriam l'a précisé. Le gars qui lui dit ça est afro-américain. Et elle, c'est pareil en fait, elle est afro-américaine. Et comme elle le dit, c'est pas possible de se tromper. Donc son argument de raciste, il tient pas la route 2 secondes. Voilà, Myriam, elle a clarifié ça dans l'histoire et pour le coup, ici, j'ai besoin de te l'expliquer aussi. Elle le regarde et lui dit, mais soit t'es fonce-dé, soit t'as laissé ton cerveau à l'arrêt du tram et tu devrais aller le chercher dehors. Là, il va la regarder avec incompréhension. Et Myriam, elle en a marre. Et elle lui dit, vas-y, bouge tes jambes, j'ai envie de me barrer. Il va alors la regarder de nouveau et lui sourire. Et lui dit, non, non, non. Tu restes là. Elle le regarde et elle ne dit rien. Mais là, elle se dit, faut que je fasse quelque chose. Parce que là, il est en train de me saouler. Et elle va passer par-dessus le siège devant elle. Elle fait ça et elle se met à courir vers le poste où se trouve le conducteur du tram. Elle se met alors à taper sur la fenêtre du conducteur, sauf que malheureusement, le gars va lui faire un geste du style. Vas-y, dégage quoi. Bon. Elle voit ça et elle est choquée, c'est bien normal. Elle prend son téléphone dans sa main et elle appelle sa sœur pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et pendant qu'elle fait ça, elle essaye de regarder où est le gars maintenant. Et au premier coup, elle ne le voit pas. Elle explique ça à sa sœur et sa sœur, elle en croit pas ses oreilles. Mais pour le coup, elle croit sa sœur à 100%. Elle lui dit on reste au téléphone jusqu'au moment où tu seras rentré. Myriam, elle est quand même soulagée que le mec soit plus là. Elle se dit il a dû descendre à un arrêt et je l'ai pas vu. Puisque là, le tram est vide et ce serait vraiment difficile de louper le gars. Il se passe environ 15 minutes et c'est bientôt son arrêt. Il reste quoi, une vingtaine de secondes et elle se dirige vers la porte. Et là, elle peut voir du coin de l'œil un petit peu de mouvement. Elle se dit mais comment c'est possible? Et là, elle voit quoi? L'autre gars qui était caché dans le carré de 4 et il se rapproche d'elle en marchant. Là, Myriam, elle attend qu'une chose, c'est que le tram s'arrête et que les portes s'ouvrent. Elle se dit ça y est, c'est trop. Le gars déjà, il est très chelou et maintenant il reste pendant 15 minutes caché comme ça. Elle se dit à ce moment-là, ça y est, c'est sûr, le gars il est armé. Arrive enfin le moment où le tram ouvre ses portes. Elle décide donc de taper son meilleur sprint et elle entend que derrière elle, le mec fait de même. Et malheureusement pour elle, la course, c'est pas son fort. Alors au bout d'un moment, elle peut sentir qu'il la grippe au niveau de l'épaule. Il va donc l'arrêter et lui dit « Vas-y c'est bon, là tu m'as trop saoulé, soit tu couches avec moi, soit je te bute. » Elle lui dit alors ok, mais on va faire ça un petit peu plus loin dans un coin. Elle rajoute ok, je raccroche avec ma sœur et on fait ça. En entendant ça, le gars il est tout content à ce moment-là. Myriam dit alors à sa sœur qu'elle va raccrocher, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle va juste mettre son téléphone dans sa poche. Elle va alors conduire le gars un petit peu plus loin vers des arbres et quand elle est à cet endroit, elle se dit ok, là j'ai une chance. Elle va alors dire au gars vas-y, baisse ton pantalon et c'est ce que le gars va faire. Et là, elle décide de mettre un énorme coup de pied dans ses parties. Il va se plier de douleur et elle va le pousser car un petit peu plus tôt, dans son plan, elle avait vu qu'il y avait un fossé sur le côté. Elle va alors se remettre à courir et reprendre son téléphone qui était dans sa poche. Elle crie alors à sa sœur de venir tout de suite à Sacramento. Myriam court comme une folle et elle arrive enfin à son hôtel. Et elle dit à l'accueil qu'ils ne doivent surtout pas donner son numéro de chambre. Myriam attend dans sa chambre, elle décide de prendre une douche pour se détendre et se laver. Vu que elle a sué comme il fallait avec la cavale et la situation chelou. Et après la douche, elle attend sa sœur avec impatience. Elle va arriver assez vite car les routes étaient pas très utilisées. Et puis elle a quand même pas mal appuyé sur le champignon. Une fois que sa sœur est en dessous de l'hôtel, elle descend avec son peu d'affaires et elles rentrent toutes les deux à San Francisco. Alors maintenant, après coup, Myriam sait qu'elle aurait dû porter plainte à la police de Sacramento. Mais sur le coup, elle a pas réagi de cette manière-là. Et c'est aussi pour ça qu'elle partage son histoire. Transmettre l'info qu'il faut porter plainte. Pour essayer de faire mettre ce genre de personnes là où elles devraient être.
On va pas se mentir, c'est une histoire de zinzin qui me laisse sans voix. Je sais pas toi, tu me dis ça en commentaire. Si t'as kiffé, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Bonjour à tous, je voulais partager une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 9 ans. J'y pense encore souvent et je ne comprends toujours pas certains passages de cette histoire. Ce soir-là, mes parents ainsi que quelques-uns de leurs amis étaient invités à dîner. J'étais contente car l'un des couples d'amis invités avait un enfant de mon âge qui était également un de mes camarades de classe. Donc, je n'allais pas m'ennuyer. Nous arrivons donc chez nos hôtes et comme d'habitude, mon ami et moi avons le droit d'investir le bureau pour jouer sur l'ordinateur. Le temps que nos parents profitent de leur soirée. Je précise que le bureau est tout au bout du couloir, loin de la salle à manger. Cependant, au bout de 30 minutes, une troisième personne est entrée dans ce bureau. C'était le fils de nos hôtes. Il nous l'avait présenté en début de soirée en nous expliquant qu'il avait 20 ans, qu'il vivait chez sa mère en Bretagne et qu'il venait parfois en visite comme aujourd'hui. Nous l'appellerons Gaël. Et Gaël nous explique qu'il préfère rester avec nous plutôt que de passer la soirée avec des vieux et nous propose de jouer à un jeu. Il nous pose des questions et nous devons y répondre. Au début, on se dit que ce jeu a l'air amusant et on accepte de jouer. Cependant, toutes ces questions m'étaient en fait destinées. Il n'en posait pas à mon ami et ces questions me mettaient vraiment très mal à l'aise. Je ne me souviens plus de ces premières questions, comme si mon cerveau les avait effacées de ma mémoire pour me protéger peut-être. Mais je me souviens de ces deux dernières questions. Il me demanda d'abord si j'avais déjà embrassé un garçon, ce à quoi j'ai répondu non. Puis, il me demanda si j'avais un amoureux. J'avais 9 ans, évidemment que je n'en avais pas, mais la situation me faisait peur. J'avais l'impression qu'il ne me regardait pas de la manière dont il devait et ne me parlait pas non plus comme quelqu'un qui avait de bonnes intentions. Alors, j'ai décidé de mentir et j'ai dit oui, comme si le fait d'avoir un amoureux allait l'empêcher de continuer de me poser ce genre de questions, ce qui ne l'a pas empêché de continuer. Au contraire, celui-ci m'explique alors que nous n'avons pas une si grande différence d'âge et que dans quelques années, cette différence ne se verrait même plus si nous étions en couple. Ce à quoi je n'eus pas les mots pour répondre. J'étais tétanisé. J'avais 9 ans et un mec de 20 ans me dit qu'on pourrait être en couple. Dans la foulée, il demande à mon ami de quitter la pièce et d'attendre juste devant la porte sans aller voir les parents. Mon ami s'exécute alors sans vraiment comprendre, car les enfants obéissent bêtement aux adultes. Mais moi, j'étais tétanisé. Je ne savais pas de quoi j'avais vraiment peur, mais des sonnettes d'alarme retentissaient dans tout mon corps. Il me demande alors de m'asseoir en tailleur et de fermer les yeux. Je lui demande pourquoi, mais il me répond seulement de ne pas avoir peur et de faire ce qu'il me dit. Alors je m'exécute à contre-cœur. Mon cœur bat à 1000 à l'heure et j'attends alors les yeux fermés qu'il parte ou fasse quelque chose. Mais rien. Alors j'ouvre les yeux le plus subtilement possible et je vois qu'il est à genoux, devant moi, le visage très proche. Les yeux ouverts et il ne dit rien, ne bouge pas. C'en fut trop pour moi et je me mis à crier à mon ami pour qu'il rentre à nouveau dans le bureau, pendant que Gaël lui disait de rester dehors. Mon ami est finalement rentré et ce n'est que là que j'ai eu le courage de sortir de la pièce et de rejoindre mes parents dans la salle à manger. Je n'ai raconté cette histoire à mes parents qu'une dizaine d'années après. Je n'ai plus jamais voulu manger chez ses amis après ça. Je ne l'ai jamais revu et je n'ai jamais compris ce qu'il faisait en silence, sans bouger, face à moi, dans ce bureau. Alors cette histoire, je l'ai lue avec Arzil et la première réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'effectivement, le mec peut-être voulait passer à l'acte et peut-être que quelque chose l'a retenu. Tant mieux, parce que bon, bah c'est un acte, voilà... Je dirai pas les mots, je peux pas les dire. 2024, ça change pas, j'ai pas le droit de dire les mots. On est sur YouTube. Heureusement pour celui qui nous raconte son histoire, le gars n'est pas passé à l'acte avec lui en tout cas. Alors peut-être que ce gars est déjà passé à l'acte avec quelqu'un d'autre et ça, c'est très dégueulasse. Bref, j'ai pas les mots, alors on va passer au prochain thread d'horreur. Je suis sur Reddit depuis pas mal de temps, mais je suis complètement inactif. Ce post est mon tout premier et je tiens absolument à préciser que tout est vrai dans tout ce que je vais raconter. Si je poste ça, c'est pour partager mon expérience, car le garder juste pour moi, mes amis et ma famille, c'est compliqué. Cette histoire s'est passée le 27 août dernier. J'habite dans un village paumé au milieu de la Bretagne. 500 habitants, 95% de vieux, bref, la bonne campagne. Avec les quelques jeunes du village que je connais depuis que je suis tout petit,
On forme un groupe de potes et régulièrement, pendant les vacances, on va faire des soirées chez un tel ou tel. Le 26, en fin d'après-midi, un pote m'appelle et me dit qu'il organise une petite soirée chill de fin de vacances chez lui, à l'autre bout du village en pleine Cambrousse, à environ 15 minutes à pied de chez moi. La soirée se passe bien, on est 6. Je précise qu'il n'y avait pas énormément d'alcool. J'ai bu 2 bières en 8 heures. Bon, et pas du tout de petites substances. Donc l'histoire qui va suivre n'est pas du tout le fruit du cerveau d'un gars complètement défoncé. Vers 6 heures du matin, je décide de rentrer chez moi, seul, en passant par les petits chemins de campagne pour gagner du temps. Après 5 minutes, j'entends qu'une voiture arrive lentement derrière moi. Arrivé à mon niveau, je constate que c'est une 2 chevaux, donc une vieille voiture, ce qui rend déjà la rencontre un peu spéciale. La vitre se baisse et un homme qui a environ le début de cinquantaine avec les cheveux dégarnis et une aura de mec gentil me demande ce que je fais là, à cette heure. Je lui explique que je rentre de soirée, on discute brièvement. Il m'informe qu'il est gendarme et qu'il rentre de son service de nuit. Et le monsieur dégage quelque chose de vraiment positif et bienveillant, à tel point qu'il me fait sourire. C'est un peu le cliché du petit vieux gentil et cool. Sauf que lui n'est pas vieux et a l'air de venir d'une autre époque. Il roule en 2 chevaux, porte un costume marron clair et a un accent breton assez prononcé, qui est plutôt répandu chez les octogénaires, mais pas du tout chez les gens de son âge. Réflexe de mec gentil, il me propose de me ramener chez moi, pour être prudent. Mais je refuse car il est tellement gentil que je veux pas l'emmerder après un service de nuit. Il s'en va en me souriant et en me faisant une petite blague. Tombe pas dans le fossé, jeune. Je rentre en me disant que merde, il est trop cool ce mec. Je l'avais jamais vu ici pourtant. Et je vais dormir. Je me réveille à 15 h et tout le groupe du village a prévu qu'on se rejoigne au parc à 16 h pour sortir un petit peu avec les quelques potes qui n'avaient pas pu venir en soirée la veille. Parmi eux, il y a Sarah, c'est pas son vrai nom. Elle a perdu ses grands-parents maternels avant sa naissance. Je raconte la belle rencontre qui m'est arrivée en rentrant et je vois sans trop faire gaffe que pendant que je raconte, elle a l'air bizarre. Je saurais pas expliquer, mais elle était comme mal à l'aise. Ce petit rassemblement n'a duré qu'1 heure avant que tout le monde commence à rentrer. C'est à mon tour de partir et là, Sarah vient me parler. J'ai eu l'impression qu'elle allait fondre en larmes. Elle me dit ceci mot pour mot. Pierre, tu sais que j'ai jamais connu mes grands-parents côté maternel car ils sont morts tous les deux en 91. Je réponds que oui et elle me dit « Mon grand-père était gendarme de nuit et il est mort dans un accident de voiture en rentrant du boulot sur une route près d'ici. Sa dernière voiture, c'était une 2 chevaux blanche. » Après m'avoir dit ça, elle se met à pleurer et téléphone à sa mère en lui demandant de venir vite au parc avec une photo de Pépé. Sa mère arrive. Entre-temps, Sarah a réussi à se calmer, mais reste un peu choquée. J'explique rapidement à sa mère ce qui m'est arrivé, et elle est littéralement béate. Elle dit qu'il rentrait tout le temps par cette route, qu'il était toujours serviable et souriant, et qu'il utilisait souvent l'expression « jeune ». Elle sort la photo de son père, et là c'est moi qui pète un câble. C'est exactement cet homme que j'ai vu le matin même, 33 ans après sa mort. J'ai essayé de réfléchir à toute éventualité, faux souvenirs, etc. Mais je ne trouve aucune explication. Quant à Sarah et sa mère, elles pensent qu'il s'agit de l'esprit du grand-père resté ici pour veiller sur elle et sur son village qu'il aimait tant. Si quelqu'un peut rapporter une ou plusieurs explications, ce serait génial. Merci d'avoir lu ce pavé. Ah bah alors là, clairement, c'était un plaisir de l'avoir lu. Comme il le dit parfois, il y a des faux souvenirs qui peuvent venir contrebalancer le truc, mais je pense pas qu'il a l'air d'être proche de Sarah et qu'il est allé chez elle pour voir des photos du grand-père. Donc je pense qu'il ne le connaissait pas. À moins qu'il y a pas longtemps, il y avait eu un article comme quoi, ouais, le meilleur gendarme de l'année nanani. Mais j'y crois pas, ça m'étonnerait. Donc, effectivement, très bizarre comme rencontre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il a peut-être vu le grand-père de Sarah. N'hésite pas, tu me dis ta conclusion. Allez, on passe au 4e et dernier thread d'horreur de cette vidéo. Bon alors, juste avant de commencer ce dernier thread d'horreur, si tu n'avais pas mis ton petit pouce bleu, je t'invite quand même à le faire. Ça soutient le travail et si t'es là, c'est que tu kiffes la vidéo. Voilà. Et si jamais t'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça me fera très plaisir. Et toi, tu louperas pas les prochaines vidéos. Allez, commençons. Un jour, en 2021, j'étais en 6e, un jeudi, environ 30 minutes avant que je parte en cours. J'entends sonner chez moi. J'étais seul chez moi et je n'avais le droit d'ouvrir à personne. Discrètement, je me suis faufilé dans le couloir pour voir la fenêtre de ma cuisine qui est juste à côté de la porte. J'ai aperçu 3 femmes
environ 1,80 m, entre 18 et 25 ans. J'étais naïf, je ne voyais le danger nulle part, donc je me suis approché de la fenêtre et je l'ai ouverte. La première engagea la conversation et me parla dans une langue que je déchiffra comme de l'italien. J'ai cru comprendre qu'on me demandait si je parlais italien. J'ai répondu non dans un anglais parfait. Mais sur le moment, j'étais perturbé et je voulais m'excuser, mais rien n'est sorti de ma bouche. Elle portait d'énormes doudounes en plumes et en fourrure. Contexte, nous étions fin juin dans le sud de la France en pleine canicule. Elles sont reparties et je suis resté bouche bée à la fenêtre. Plus tard, en allant me brosser les dents, j'y repensais et j'ai donc appelé ma mère pour lui en parler. Et je me suis bien fait engueuler car je n'avais pas à ouvrir. À 12h55, je pars de chez moi pour aller au collège qui était à 500 mètres de chez moi. Je sors et là je vois les 3 femmes qui se tournaient vers moi pour commencer à marcher de plus en plus vite vers moi. Je me mets à courir et elles aussi. Et j'ai alors piqué le plus gros sprint de ma vie pour enfin arriver devant mon collège. Vu qu'il y avait beaucoup de passages, elles ont fait demi-tour. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'une famille s'était fait cambrioler dans la rue voisine par 3 femmes, soi-disant d'origine roumaine, et que le fils d'environ 17 ans s'était fait ruer de coups jusqu'à s'évanouir. Depuis, pendant environ 1 an et demi, j'étais très anxieux par rapport au fait d'être seul chez moi. Pour me rassurer, je gardais près de moi un gros couteau de cuisine. Depuis, je suis rentré en 3e et j'ai appris le MMA, un sport de combat. Et j'ai réussi à me débarrasser de ces peurs car maintenant, je sais me défendre. Merci d'avoir lu mon histoire. Elle va très vite cette histoire et effectivement, c'est bizarre un petit peu ces femmes-là qui portent des doudounes, de plumes, en juin, dans le sud de la France. Il fait très chaud, c'est un peu chelou, on va pas se mentir. Grosse coïncidence avec un cambriolage par 3 autres femmes dans une rue voisine, c'est bizarre. Surtout en juin là, je me dis c'est un peu la période estivale et du coup des cambriolages aussi. Donc effectivement ça correspond bien. Après justement peut-être que le fait que ce jeune homme ait répondu à la fenêtre, les femmes se sont dit bah il y a quelqu'un dans la maison et je vais pas agir. Mais en fait non, ma théorie tient pas car la dernière fois ils ont agressé le mec qui était dans la maison. Donc voilà, j'ai rien dit en fait. Voilà, les gens sont mauvais, c'est tout. Allez, si t'as kiffé, petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais tu veux plus de thread horreur, je t'invite à aller voir ces vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. D'ailleurs, pour ce premier thread horreur, eh bien, il va se passer au Canada. Tout a commencé il y a quelques jours, le 5 juillet. Bon, au moment où je te raconte cette histoire, ça fait plus il y a quelques jours. Je recevais un appel aléatoire de FedEx vers 22 h, où ils me demandaient mon nom et mon adresse, que normalement ils connaissent déjà. Mais je leur ai donné, en pensant qu'il pourrait s'agir d'un colis qui a été perdu et qui a enfin retrouvé le chemin de chez moi. Rétrospectivement, j'aurais dû savoir que FedEx ne livre pas après 20 h ici au Canada. Je n'y ai pas pensé plus jusqu'à ce que je reçoive un autre appel téléphonique, me disant qu'il ne trouvait pas mon adresse et il me demandait de sortir au rond-point à proximité de chez moi. Mon père a pensé que c'était bizarre, alors il a patrouillé dans le secteur pour trouver ces gens. Mon père a environ fait 4 tours. Le premier tour, il n'y avait rien là-bas. Mais ensuite, je suis devenue curieuse et je l'ai rejoint pour le deuxième tour. Encore une fois, rien. Je suis rentré chez moi et mon père a fait un 3e tour autour de la maison. Et il a trouvé un SUV gris dans le coin et les a confrontés. Ils ont dit à mon père qu'il n'était pas le livreur en question. Et mon père est parti pour faire une autre vérification de confirmation. Alors qu'il faisait ce tour, ce même SUV n'était pas là. Le lendemain, le 6 juillet, entre 18 h et 23 h, nous entendons une sonnette retentir. Je suis descendu à chaque fois et j'ai vérifié et c'était 2 personnes âgées d'environ 20 ans. Ils connaissaient mon nom et m'appelaient. J'ai pensé que c'était bizarre parce que je ne les avais jamais vus auparavant. Je ne me sentais pas en sécurité, alors je ne suis pas sorti. Ils n'arrêtaient pas de revenir, alors nous avons appelé la police et avons discuté de ce que nous pouvions faire. Les policiers m'ont dit de les contacter si cela se reproduisait à nouveau. Et le lendemain, le 7 juillet, c'était très calme et rien de bizarre ne s'est produit. Nous avons donc pensé que le pire était terminé et nous avons continué notre journée. Le lendemain, le 8 juillet, c'était le même calme. Mais lorsque l'heure approchait de 23 h, ma caméra de sécurité a repéré un individu avec un masque en train de prendre une photo ou vidéo de ma maison. Là, ce fut le point de rupture. Nous avons contacté la police et les avons informés de ce comportement étrange. En plus de tout ça, ça se produisait quand nous pensions que toute cette histoire était finie. J'étais nonchalamment dans le salon vers 3 h du matin le même jour, le 8 juillet. J'ai entendu quelque chose résonner devant mon balcon.
Je pensais que ça pouvait être n'importe quoi, et ça ne m'a pas dérangé jusqu'à ce que ça retentisse à nouveau. Je suis allé voir sur le balcon pour voir ce que j'entendais. Puis ça a cliqué. J'étais face à face avec un intrus. J'ai commencé à crier à l'aide, et ma famille est descendue pour vérifier le remue-ménage. Dieu merci, j'ai vérifié le balcon ce jour-là. Qui sait ce qui aurait pu se passer d'autre? Aujourd'hui, c'est le 9 juillet, jour à laquelle je raconte cette histoire. Et je n'ai pas dormi en pensant à la terreur à laquelle j'ai été confronté. Suis-je la cible d'une invasion à domicile? Comment est-ce qu'ils ont obtenu mon nom? Que veulent-ils de moi? Petite mise à jour sur le poste, eh bien la situation s'est calmée et la police est au courant. Actuellement, nous sommes dans un Airbnb jusqu'à ce que tout ça aille mieux. Merci pour ceux qui se sont inquiétés. Bon, depuis le temps que je raconte le thread, ça va un petit peu mieux dans la vie de cette personne. Et c'est tant mieux. Heureusement, la police prend ça à cœur aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans les threads d'horreur quand même, on va pas se mentir. Comment ils connaissaient le nom et l'adresse? Je pense que c'est les premiers gars qui se faisaient passer par FedEx. Bon, on va directement passer à la seconde histoire. Salut à tous, il m'est arrivé un imprévu hier matin et je me suis dit que c'était l'occasion de poster ça ici. Pour le contexte, je vis au Canada dans une région qui est malheureusement touchée par ceux qui prennent des petits bonbons et qui fument de la salade, si je puis dire. Bref, j'habite seul dans un petit appartement en demi-sous-sol, donc mes fenêtres sont au niveau du sol à l'extérieur. Alors c'était le matin, j'étais en caleçon dans mon lit en train de regarder la télé et j'entends comme un grattement à ma porte d'entrée et ça devient de plus en plus important pour finalement devenir de véritables craquements. Rapidement, je comprends que quelqu'un essaye de forcer ma porte. Alors je sors mon fusil. Je vis dans le nord au milieu des ours. Je travaille et j'étudie dans la nature. Et je fais du tir depuis des années, donc oui, je suis armé. Je le charge et je prépare le 911 sur mon téléphone. Puis je me remets dans ma chambre et j'attends que la situation évolue pour prendre la décision d'appeler le 911 ou non. Peu de temps après, les bruits à ma porte s'arrêtent. En revanche, ma fenêtre de ma chambre est juste au-dessus de ma tête. Quand je suis dans mon lit et quelques dizaines de secondes après la fin du forçage de ma porte, je commence à entendre des pas et quelqu'un parlait tout seul au-dessus de ma tête. Alors je me relève de mon lit avec mon fusil toujours chargé et je me positionne face à la fenêtre. En effet, à travers les rideaux, je discerne la silhouette d'un homme qui essaye d'observer à travers la fenêtre coulissante entrouverte. Et rapidement, je le vois et je l'entends poser sa main sur la fenêtre pour essayer de l'ouvrir en plus grand. J'essaye de ralentir mon rythme cardiaque pour pouvoir garder mon calme et rester maître de ce que je fais. J'ai quand même une arme à feu dans les mains et il ne faut pas que je l'utilise pour autre chose que dissuader. Je n'ai aucunement envie de tirer sur quelqu'un. Au bout de quelques secondes qui m'ont paru beaucoup plus longues, l'intrus a terminé de faire coulisser la fenêtre et passe sa main devant les rideaux pour les soulever et passer en dessous. Quand sa tête passe à l'intérieur de chez moi, il se retrouve face à moi, en caleçon, la tête dans le cul, avec un fusil braqué sur lui. Là, il y a un énorme gros blanc, jusqu'à ce que je dise « Ça va? Je vous dérange pas? Vous avez besoin d'aide peut-être ?» Pour réponse, il me dit, avec beaucoup de mal à parler, il bavait des litres de salive et il avait l'air d'être complètement ailleurs. « Bonjour monsieur, je ne savais pas que cet appartement était occupé. Désolé, je m'en vais, je vais refermer votre fenêtre. » Et c'est ce qu'il a fait. En conclusion, je pense que c'était un pauvre homme. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il cherchait juste à squatter. Je n'ai donc même pas appelé la police. Je n'avais pas le courage ni même l'envie de mettre cette personne dans une situation encore plus précaire, sachant qu'il n'avait absolument pas l'air réellement mal intentionné. Et je n'avais surtout pas l'envie de me retrouver dans des procédures judiciaires interminables, alors que j'ai mes cours et mon travail à suivre. Merci de votre lecture. J'espère que j'ai bien raconté cette petite anecdote toute fraîche et que ça vous a plu. Alors pour cette conclusion, effectivement on a l'impression que c'est pas très effrayant, puisque le gars nous dit oui c'était juste un squatter ou quoi. Mais lui il réagit comme ça, puisque il est calme peut-être et tout. Imagine quelqu'un qui a beaucoup plus peur et qui tire direct dès qu'il voit la silhouette de la personne, ça aurait pu faire d'autres conséquences. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, t'hésites pas, tu me le dis dans les commentaires. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Mais c'est tout de même quelque chose qui m'a bien fait flipper quand je l'ai vécu. À cette époque, j'étais encore au collège et j'étais avec ma classe dans un parc extérieur pour un projet quelconque. Nous devions circuler en binôme et j'étais avec ma meilleure amie. Vous imaginez l'idée, deux gamines d'environ 13-14 ans, seules dans un parc? On n'était déjà pas très rassurés, surtout que ma meilleure amie est vraiment une fille très mignonne qui attire souvent le regard. L'après-midi se passe plutôt bien.
parce que même si c'était un projet scolaire et qu'on croisait parfois des autres binômes, on n'était que toutes les deux et on pouvait discuter tranquillement. Puis arrive un moment où une grosse averse commence à nous tomber dessus. Nous avons donc dû nous abriter rapidement. À ce moment où nous sommes restés plusieurs minutes au même endroit, nous avons pu apercevoir une personne assez grande, donc probablement un homme, tout habillé de noir avec une capuche et un sac plastique à la main. Nous n'y avons pas vraiment prêté attention, car beaucoup de gens s'habillent tout en noir et comme il pleuvait, la capuche n'était pas étrange. Lorsque la pluie s'est arrêtée, nous sommes repartis marcher et nous nous sommes rapidement rendus compte que la personne nous suivait. Au début, nous nous sommes simplement dit qu'il allait vers la sortie du parc, mais puisqu'il tournait à chaque fois au même virage que nous, on a vite abandonné l'idée. Nous nous sommes alors arrêtés et on a fixé l'homme. Lui, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à se rapprocher avant de s'arrêter à quelques mètres. Lorsqu'il s'est stoppé, autant vous dire que notre rythme cardiaque s'est accéléré. Surtout quand on l'a entendu rire. Et ce n'était pas un rire que l'on fait lorsque l'on trouve quelque chose d'amusant. C'était un rire froid, glauque. Puis, d'un coup, comme ça, l'homme a tendu la main vers nous. Il a fait un mouvement pour nous dire de nous rapprocher. Et en même temps, il a prononcé les mots « Venez là ». Avec ma meilleure amie, nous n'avons pas cherché à comprendre. Et on a tapé notre meilleur sprint. Sauf que j'ai un toc très bizarre qui fait que plus je suis dans une situation de merde, plus je rigole. Donc là, gros fou rire, au point où j'avais du mal à courir. On continue quand même notre sprint sans vérifier si l'homme nous suivait ou non. Et là, le drame. Après plusieurs virages, on se retrouve dans un chemin qui mène à une cour d'eau. Impossible de traverser. Nous sommes donc bloqués. À ce moment, nous avons très peur. Nous nous disions que l'homme allait revenir, qu'il n'était probablement pas seul et allait nous emmener on ne sait où. On s'est agenouillé et caché du mieux qu'on pouvait derrière les grosses plantes du parc. Et quelques secondes après, l'homme était dans notre champ de vision. Nous avons retenu notre souffle, malgré que nous étions essoufflés après avoir autant couru. Et heureusement, l'homme ne nous a pas vus. Et il a continué sur un autre chemin. Une fois qu'on ne le voyait plus, on a immédiatement couru dans le sens inverse pour rejoindre le point de rassemblement, où on a alerté les profs qui ne nous ont pas vraiment pris au sérieux. Avec ma meilleure amie, on a abandonné le projet et on a fait le tour du parc pour prévenir toutes les filles qu'un type chelou pouvait leur parler à tout moment. On s'est rendu compte le lendemain qu'un autre binôme de filles avait croisé ce gars, mais avait réussi à s'enfuir, malgré que l'homme a commencé à les suivre en courant. Et voilà. C'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Clairement, le mec en voulait à des filles. Il s'est dit, là, ça y est, deux binômes, il s'est dit, mais pour lui, là, c'était bingo. Le mec, il était en mode, mais c'est quoi ce délire? Il y a trop plein de filles. Non, c'est pas la fête, en fait. C'est juste un projet scolaire, donc des filles mineures, donc tu ne dois pas y toucher, tout simplement. Enfin, c'est simple. Normalement, c'est simple à comprendre, hein, mais bon, ok. Bref, les filles ont eu raison de courir et elles ont esquivé peut-être le pire. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors, l'histoire que je vais te raconter, eh bien, c'est l'histoire d'une abonnée. Je vais te lire ça comme ça m'a été envoyé. Salut Delcor. Tout d'abord, je voulais te dire que j'adore ton contenu et ta chaîne. Je laisse toujours mon petit pouce bleu. Ça, c'est très beau. Donc, je dis ça, je dis rien. Je t'écris pour te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a environ 6 ans quand j'avais 20 ans. Je ne sais pas si tu vas considérer cela comme un thread d'horreur, mais j'ai bien flippé à l'époque. Voici mon histoire. Il y a 6 ans environ, je n'habitais déjà plus chez mes parents. Enfin, chez ma mère car mes parents sont divorcés, qui eux habitaient en campagne profonde. Cependant, je m'y rendais régulièrement pour leur rendre visite ainsi qu'à mes frères et sœurs qui eux habitaient encore là-bas. Le soir où l'événement s'est passé était un soir de fête de village. C'est un détail important. Ma mère et mon beau-père faisaient partie du comité des fêtes et étaient donc présents là-bas. Ça se déroulait dans le village à côté du mien, environ 5 minutes en voiture. Moi, de mon côté, j'avais emmené une copine avec moi chez ma mère. Nous avions décidé de manger avec mon frère et ma sœur à la maison avant de partir. Tout se passe bien, nous mangeons. Et après le repas, mon frère monte jouer sur son ordi, en mettant son casque. Et ma sœur, eh bien, elle décide d'aller dans sa chambre sur son téléphone avec ses écouteurs. Avec mon ami, nous décidons d'aller fumer dehors avant de monter se préparer. Un détail important est que mon beau-père avait installé une protection de style barre en fer sur la porte d'entrée pour plus de sécurité. Et il nous avait toujours dit de bien fermer cette barre à défaut de fermer à clé si nous étions à l'intérieur. Nous finissons de fumer et nous montons à l'étage pour nous préparer. Tout le monde était donc à l'étage. Et j'ai oublié de fermer l'autre barre. Ma maison était faite ainsi. En bas, la porte d'entrée qui donnait sur mon salon. Une cuisine ouverte et un petit couloir pour rejoindre la cuisine du côté droit. Et l'escalier. En haut de l'escalier, une mezzanine qui donne sur la porte d'entrée. Porte d'entrée qui avait le dessus en verre.
donc on pouvait voir d'en haut si quelqu'un était devant. Et juste en face de l'escalier, la salle de bain. Les chambres de mes frères et sœurs étaient à l'étage mais tout au fond du couloir. Nous étions donc dans la salle de bain avec mon ami à se préparer. La porte de la salle de bain ouverte et tout d'un coup, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. La barre installée faisait énormément de bruit quand la porte s'ouvre. Impossible de ne pas entendre. Je m'arrête donc dans ce que je suis en train de faire, on se regarde avec mon ami et on comprend que ce qui vient de se passer est bizarre. Je regarde en bas discrètement et je ne vois personne. Je me dirige à toute vitesse vers la chambre de mon frère et commence à crier en paniquant. « Hugo, quelqu'un est rentré dans la maison !» Et lui, il n'avait absolument rien entendu puisqu'il avait son casque sur les oreilles. Mon frère enlève ce casque et il me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui répète donc. À ce moment-là, ma sœur sort également de sa chambre et me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis donc de rester dans sa chambre. Elle était plus petite que nous. Et je demande à mon frère de m'accompagner. J'essaye d'appeler mes parents, mais étant donné qu'ils étaient déjà sur les lieux de la fête et qu'ils s'occupaient de la buvette, ils n'avaient pas leur téléphone. Nous restons un instant en haut sur la mezzanine avec mon frère et mon ami. Et nous décidons par la suite de descendre inspecter la maison. Mon frère part chercher un couteau de cuisine et il prend une lampe torche dans le cellier. Il faisait nuit. Et il me dit « Attends-moi là, je vais voir dehors ». Moi, j'étais paniqué et je ne voulais pas le laisser sortir. Mais il est sorti quand même. Je suis resté devant la porte d'entrée à l'extérieur pour être en alerte si quelque chose se passe. Mon frère fait le tour du jardin et revient en me disant qu'il n'y a personne et personne dans la maison. On rentre donc à l'intérieur. Je décide avec mon ami que nous allons aller à la fête pour prévenir mes parents de ce qui s'est passé, car j'étais sûr de ne pas avoir rêvé et que j'avais peur. J'ai dit donc à mon frère et à ma sœur de rester là, de bien fermer à clé et de ne surtout pas ouvrir. De ne rien faire tant que je ne les aurais pas rappelés. Nous partons donc, mon ami et moi, et laissons mon frère et ma sœur. Je prends ma voiture et je file à toute allure à la fête. Je trouve enfin ma mère et au moment où j'allais lui raconter ce qui venait de se passer, je reçois un appel de mon frère. Il me dit alors « Ils sont là, ils essayent d'entrer !» Mon frère et ma sœur étaient alors sur la mezzanine et ils voyaient deux silhouettes d'hommes devant la porte d'entrée à travers le verre de la porte. Et ils voyaient également la poignée bouger et entendaient la serrure se faire crocheter. Je dis donc à ma mère et à mon beau-père ce qui se passe et mon beau-père et d'autres hommes de la soirée partent en trombe en direction de leur voiture pour aller à la maison. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il n'y avait plus personne. Ils n'avaient pas réussi à rentrer car la porte était fermée à clé et que la barre de fer était ainsi fermée à clé. Ils ont fait le tour du village en voiture en espérant les repérer, mais rien. Je ne sais pas ce que ces hommes voulaient, ni pourquoi ils sont venus. Tout ce que je sais, c'est qu'après cela, nous n'avons plus jamais oublié de fermer la barre de fer et qu'ils ne sont jamais revenus. Voilà pour l'histoire, merci de m'avoir lu. Et bah clairement, je pense que les gars ont profité de la fête du village. Ils se sont dit, bah c'est quoi, les gens sont pas chez eux, on va les cambrioler. Et bah non, il y avait bien du monde à l'intérieur. Et heureusement du coup qu'il y avait ce système de barre de fer, je pense que ça a dû aider. En tout cas, pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce thread d'horreur, on va passer au suivant. Et juste avant de passer au prochain thread d'horreur, je l'ai pas dit, mais on remercie la personne qui m'a envoyé ce thread d'horreur sur Insta. Je m'en souviens très bien. Et on t'envoie un maximum de force ainsi qu'à tes frères et sœurs qui eux aussi ont dû être bien effrayés quand même. Bon, avant qu'on commence ce thread d'horreur, si tu veux soutenir, bah tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Ça fait pas de mal, et comme c'est le dernier thread d'horreur et qu'après que j'aurai fini de raconter tout ça, bah tu vas partir. Alors une dernière piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Allez, on passe à l'histoire. Et justement, mon histoire se passe un soir de Noël. Ma copine et moi, nous avons passé toute la semaine chez ma famille. D'ailleurs, c'est pas mon histoire personnelle, c'est moi qui raconte en première personne, ok? D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle rencontrait sa belle famille. Elle s'entendait plutôt bien avec eux. Cette journée de Noël, nous avons déballé des cadeaux. Et nous avons bien mangé. Sauf que ma copine ne tient pas trop l'alcool et donc elle a fini complètement bourrée. Le problème, c'était que l'on devait retourner dans notre ville le soir même, puisque le lendemain, on avait notre travail. Donc j'ai pris le volant et j'ai mis ma copine sur le siège passager. Il y a à peu près 2 heures de route à faire, mais nous devons emprunter une longue route et très sombre, qui est entourée de forêts. Pour vous dire, il fait très froid. Il a neigé cette semaine, donc le sol est très glissant. On ajoute à ça la gelée du soir, qui nous donne une bonne patinoire. Donc même si effectivement j'ai mis les pneus pour rouler, il faut faire attention, surtout avec le chemin que je vais devoir prendre. Ma copine a fini par dormir à côté de moi quand je suis sorti de la ville. 2-3 minutes de conduite et j'arrive sur cette fameuse route. Il fait très sombre et je roule prudemment. Ça doit faire environ 30 minutes que je roule et ma copine se réveille.
et me demande si on est arrivé. Je lui dis que non, il nous reste pas mal de route et qu'en plus de ça, la neige n'accélère pas les choses. Bref, elle essaye de se rendormir. Puis là, je vois les feux d'une voiture devant nous. Je me fais la réflexion qu'effectivement, il n'y a pas que nous qui devons emprunter cette route pour retourner à la maison. Le truc, c'est que la voiture devant nous est encore plus lente que nous. Alors, ça me fait un petit peu râler. J'ai même envisagé de doubler, mais j'avais peur de créer un accident, donc je ne l'ai pas fait. Ma copine n'arrive pas à dormir. Alors elle ronchonne et décide de se réveiller. C'est là que la voiture en face de nous s'arrête d'un coup. J'avoue, on a failli avoir un accident. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi et ma copine, on se met à attendre. Puis, au bout de 2 minutes d'attente, on voit une silhouette sortir de la voiture. On ne voit pas grand chose à part que c'est la silhouette d'un homme. Il avance vers notre voiture et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Mais bon, je le laisse de côté ce mauvais pressentiment. L'homme s'avance et il a un long manteau. Et il toque à notre vitre. Moi et ma copine, on se regarde pour savoir s'il faut descendre la vitre ou non. On décide de baisser la vitre pour savoir ce qu'il nous veut. L'homme est vraiment très grand. On ne voit pas trop sa tête car il a une espèce de capuche. L'homme s'excuse et me demande si je peux descendre de la voiture pour venir l'aider. Puisqu'il nous explique que la route est bloquée et qu'il y a un petit peu de neige et qu'il faudrait la mettre de côté. De là où je ne suis, je ne vois rien du tout. Mais le problème, c'est que si je ne sors pas pour l'aider, on est bloqué. Puis d'un côté, c'est vrai que j'ai peur que tout cela ne soit qu'un piège. Donc je me retrouve bloqué. Je regarde ma copine et je lui demande silencieusement qu'est-ce que je fais. Elle me répond, j'en sais rien. Je dis alors à cet homme que j'arrive, que je dois prendre de quoi m'habiller chaudement. L'homme me répond qu'il va préparer les pelles. Sur le moment, j'avoue que je ne me suis pas demandé pourquoi un mec totalement au hasard se baladait avec des pelles dans sa putain de voiture. Mais j'ai pas de tic sur le moment. Mais j'ai pris mes précautions. J'ai pris mon flingue et je l'ai caché dans mon manteau. Et j'ai dit à ma copine de bien verrouiller toutes les portes quand je serai dehors. Quant à l'homme, il est déjà devant sa voiture, donc je ne le vois plus. Je descends de mon véhicule et ma compagne verrouille tout. J'avance et je ne vois pas grand chose avec l'obscurité d'un côté et les phares de l'autre. J'avance et je ne vois pas l'homme. Donc j'avance jusqu'à arriver devant. Et là, je suis totalement surpris. Il y a juste un tout petit peu de neige. Le mec n'a clairement pas besoin de moi pour si peu. Et il y a quelque chose de bizarre. Je n'ai toujours pas vu cet homme. Je me retourne et là, bam, tout va si vite. Je me prends un coup de pelle dans la tête. Je tombe directement sur le sol. Je m'évanouis pendant quelques secondes. C'est le noir total. Mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais je savais qu'il fallait que je me réveille. Que quelqu'un était en danger et que j'étais le seul à pouvoir l'aider. Donc quand je me suis réveillé, tout était flou. J'avais un mal de crâne pas possible. J'ai essayé de me relever, mais mon mal de tête s'est amplifié. J'ai pu sentir que quelque chose coulait de ma tête. Je le sens, c'est quelque chose de chaud. Je regarde et c'est du sang. Là, je me souviens alors que j'ai été attaqué. Et au même moment, je peux entendre des cris. Des cris qui proviennent de derrière la première voiture. Et bien évidemment, je reconnais les cris perçants de ma copine. Je me relève alors comme je peux et je sors le pistolet de ma poche et j'essaye de le charger avec difficulté. J'essaye d'être discret et malheureusement et heureusement dans ma tentative d'être discret, ma copine crie à plein poumon, donc elle couvre mes bruits. J'avance un peu à l'aveugle car j'ai très mal à la tête et c'est toujours un petit peu flou. Mais je peux voir une silhouette noire essayer de rentrer dans ma voiture vers la porte conducteur. Donc là, je crie, je dis laisse la voiture tranquille. Et là, je pointe mon flingue sur lui. Le mec n'a pas l'air très convaincu de ma prestation et il commence à ricaner. Et il me sort, mais tu vas faire quoi avec ton joujou dans ton état? Me tirer dessus? Faudrait déjà que t'arrives à tenir debout. C'est vrai, je dois vous l'avouer. À cet instant, je me fais littéralement dessus. Et j'ai l'impression que je vais de nouveau m'évanouir. Mais j'essaye de garder mon froid et je lui dis que si, je vais tirer. Puis là, comme ça, d'un coup, je le vois brandir devant moi une hache de derrière lui. Ça y est, j'en prends vraiment conscience, mais je me dis qu'il va vraiment me tuer. Alors, par pur réflexe et par panique, je lui ai tiré dessus. J'ai touché le bide et une épaule. Enfin, je crois. C'était assez flou. Je paniquais et j'ai crié à ma copine de déverrouiller la porte de la voiture. Ce mec bizarre, quant à lui, était plié de douleur sur la route. J'ai alors pris mes jambes à mon cou et je suis monté en 4e vitesse dans la voiture. Ma copine a alors pris le volant, même si elle était bien saoule. Entre un mec qui peut s'évanouir à tout moment et quelqu'un qui est saoul, le choix est vite fait. Pendant le trajet, je me suis évanoui d'ailleurs. Je saignais énormément de la tête et ma copine m'a directement emmené à l'hôpital. J'ai eu une commotion cérébrale et pas mal de points de suture. J'ai été déposé plainte le lendemain, mais les policiers qui se sont déplacés sur la scène n'ont rien trouvé, aucune piste. Donc, à celui qui nous a pris pour cible le soir de Noël,
J'espère que t'es mort dans cette forêt. Et surtout, ne nous revoyons plus. Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et tu vas voir qu'on est sur deux histoires terrifiantes. Bon, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un bon réveillon du 31 décembre. Et je vous souhaite une bonne année 2024. Si tu aimes le contenu et que tu connais déjà, un petit pouce bleu, et sinon, je t'invite à regarder. Et si tu kiffes, pense à t'abonner. Mais avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. D'ailleurs, un VPN, c'est quoi ? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sur internet de façon sûre, pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. L'une des meilleures solutions, c'est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel, en bon français. CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, d'avoir accès à du contenu international. Par exemple, moi j'arrive à trouver des sites internet américains avec des threads d'horreur bien flippants auxquels je n'ai pas accès depuis la France. Et c'est pas tout, puisque toi tu auras accès à plus de 40 services de diffusion de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. D'ailleurs, vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil avec un seul compte. Encore hier, j'ai vu Cookie regarder The Walking Dead avec sa tablette posée dans son pouf. C'est aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et ils ont 4,4 étoiles sur Trustpilot pour plus de 19 000 avis. Grâce à CyberGhost, tout un monde va s'ouvrir à vous pour à peine plus de 2 €. C'est 2,03 € par mois si t'aimes bien chipoter. Bref, en cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts pour l'offre de 2 ans, ce qui offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail. Et c'est bien, mais tu te demandes est-ce que ça va te plaire ? Ils ont pensé à tout, tu as 45 jours satisfait ou remboursé. Ok, ça commence à faire pas mal d'arguments, on est d'accord. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail. Alors retour à la vidéo. Mon histoire, c'est l'histoire d'un kidnapping pour me faire sortir de chez moi. Oui, dans les faits, c'est horrible et franchement, les autorités dans cette affaire n'ont même pas pris ma plainte au sérieux. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu avant de vous parler de toute cette histoire. Bon, je suis une femme de 30 ans et je vis avec mon petit toutou, un bichon qui avait 5 mois à cette époque. Donc, on vivait dans une petite maison, pas très grande pour moi et lui. Il y avait un petit jardin derrière la maison qui donnait sur une autre rue. De temps en temps, je garde ma petite cousine qui va à l'école qui se situe à même pas 5 minutes de chez moi pendant que ses parents rentrent du travail car je travaille à domicile perso. Donc ça leur facilite la tâche. Et bon, c'est des dépenses en moins. Et puis ça me fait un petit peu de compagnie car je ne sors pas beaucoup de chez moi. À part bien sûr pour faire mes courses et récupérer ma petite cousine ainsi que pour sortir mon petit bichon. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai pris un chien, pour sortir de mon petit chez moi. Bref, je travaille, je suis sur des dossiers assez sensibles et je ne peux pas divulguer la moindre information. Donc comme d'habitude, le lundi, mercredi et vendredi, je vais chercher ma petite cousine. À ce moment-là, on est lundi et je vais alors chercher ma petite cousine à la sortie de l'école. J'en profite pour prendre mon petit bichon. Comme ça fait 2 heureux. Je suis en chemin et j'ai l'impression que quelqu'un m'observe ou que je suis suivi. Mais le truc, c'est que je vois beaucoup de personnes autour de moi. Donc je me dis que je suis un petit peu parano. Tous les parents viennent chercher leur enfant. Dans tous les cas, je me fais la réflexion que personne va me suivre. Je ne suis pas dans les films. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'importante. Et puis, je n'ai pas de problème. J'ai pas d'ex complètement barjot ou quoi que ce soit. Enfin bref, je récupère ma petite cousine que l'on va appeler Sophie. Et sur le retour du chemin, toujours la même sensation. Mais arrivé chez moi, je n'ai plus cette sensation d'être espionné. Je me dis juste que ça devait seulement être moi. Lundi, mardi, j'ai eu la même sensation. Surtout quand j'étais toute seule pour sortir Ellie, mon bichon. Mais je ne voyais personne vraiment. Que ce soit le matin, le midi, le soir, j'avais l'impression que l'on me regardait de loin. Arrive alors le mercredi et rebelote. Je vais chercher ma petite Sophie. Toujours cette impression chelou que l'on me regarde. J'attends devant son école et j'observe un petit peu autour. Et là, je remarque qu'il y a une personne assez étrange que je n'ai jamais vue. Elle est adossée à côté des grilles de l'école. Il porte une capuche sur la tête et je ne vois pas du tout son visage. Je sais juste qu'il est assez grand, au moins 2 têtes de plus que moi qui fait 1,60 m. Je sais aussi une chose, c'est qu'il est mince. À part cet accoutrement bizarre et qu'il ne bouge pas, cette personne n'a rien fait de mal.
Donc, moi de mon côté, je ne fais rien. La classe de Sophie est assez en retard et elle est vers les dernières à sortir. Pratiquement tous les parents sont partis. Et le mec à la capuche noire, quant à lui, est toujours là. Sauf qu'il n'y a aucun enfant qui se dirige vers cette personne. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais Sophie arrive au même moment. Et je ne veux pas qu'elle ait peur, donc je lui demande comment s'est passée sa journée. Et j'essaye de la diriger directement vers la maison. Et c'est ce qu'elle fait. Avant de perdre l'école de vue, je jette un dernier coup d'œil pour voir où est cette personne. Et je peux voir qu'il est toujours à la même place, sauf qu'il a relevé sa tête. Et j'ai pu voir 2 yeux qui me regardaient. Enfin, moi et ma petite cousine. J'ai eu des frissons qui me parcouraient tout le long du dos. Et j'ai directement détourné la tête. Et j'ai pressé le pas. Nous sommes alors arrivés à la maison et j'ai préparé le goûter. Quand j'ai reçu un coup de téléphone, je décroche et il n'y a personne au bout du fil. Je raccroche et je me dis que c'est sûrement une personne qui s'est trompée. Bref, tout se déroule bien et les parents de Sophie viennent la récupérer un petit peu plus tard. Ils me demandent aussi si je ne peux pas la garder un petit peu plus longtemps le vendredi soir, puisqu'ils souhaitent passer une petite soirée entre amoureux. J'accepte et je leur dis de profiter un petit peu le vendredi et que moi et Sophie, on se fera une soirée entre filles. Le jeudi, c'est pareil, j'ai toujours l'impression d'être observé. Mais maintenant, même quand je suis chez moi. D'ailleurs, il y a pas mal de coups de fil qui ne répondent pas. On a même sonné chez moi 2 ou 3 fois. Et le temps que j'arrive à la porte, il n'y avait plus personne. J'avoue que je commençais sérieusement à m'en faire. Mais j'essaye de me convaincre que c'était juste des coïncidences et que mon cerveau inventait des choses. On arrive donc au vendredi et c'est toujours la même chose. Et surtout, il y a ce même gars chelou avec sa capuche sur la tête. Il est au même emplacement. Il baisse la tête et j'essaye de m'éloigner de lui le plus possible. Mais aussi d'être assez proche de Sophie si jamais il y a un problème et surtout pour qu'elle puisse me voir. Bref, Sophie sort et là le mec commence à sortir ses mains de ses poches. Direct, je crie le nom de Sophie et je cours vers elle et je la prends dans mes bras. Sur le moment, j'ai eu très peur qu'il fasse quelque chose. Mais le type a juste ramassé quelque chose par terre. Puis j'ai dit à Sophie que l'on allait vite rentrer, qu'une soirée super entre filles nous attendait. Elle était très contente et elle n'a pas posé de questions sur mon comportement plutôt étrange et inquiétant. Tout en quittant la place, j'ai regardé derrière nous. Et là, j'ai pu voir que ce type était en train de bouger vers nous également. J'ai décidé de dire à Sophie que l'on allait faire une course et que la première qui arriverait à la maison pourrait commander ce qu'elle veut pour le dîner. Puis on s'est mises toutes les deux à courir. Heureusement, on est arrivé à la maison sans encombre. En refermant la porte, j'ai pu voir cette personne avec la capuche sur la tête. Cette personne attendait derrière un arbre en face de chez moi et elle regardait ma maison. J'avais vraiment très peur à ce stade. Donc j'ai fermé vite fait la porte. Et pendant les 2 heures qui ont suivi, le mec est resté là. Puis d'un coup, il a disparu. Mais les coups de fil, quant à eux, eh bien ils ont repris. Donc j'ai décidé de débrancher le téléphone car ça ne faisait que téléphoner. Puisque oui, c'était des appels sur le téléphone fixe. Je me suis dit que si c'était important, les gens me téléphoneraient sur mon smartphone. Les parents de Sophie doivent venir la chercher vers 23 h après leur soirée. Donc elle a goûté, on a commandé à manger, puis on a regardé toutes les deux des Disney. Puis après quelques animés, elle était fatiguée. Donc elle s'est endormie sur le canapé. Je lui ai alors mis un petit plaid et je suis parti travailler. Ellie était pressée que je le sorte, mais je ne pouvais pas laisser Sophie toute seule. Donc en attendant, je lui ai ouvert le jardin. Quelques temps est passé et les parents de Sophie viennent la récupérer. On échange des banalités et ils repartent. Ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu Ellie. Donc je décide de l'appeler et de le chercher. Mais il est vraiment introuvable. Donc je regarde dehors, je l'appelle également, mais toujours rien. Par contre, je trouve une lettre par terre. Je l'ouvre et je découvre quelque chose de très grave. La lettre dit qu'ils ont enlevé mon chien et que si je veux le retrouver vivant, il faut que je réponde au téléphone de ma maison et qu'ils me donneront des instructions sur ce qu'ils veulent. J'ai fait ce qu'ils disaient et j'ai attendu 1 heure. 1 heure. Je panique, je m'imagine le pire. Je sais que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est mon chien. Je l'aime énormément. Il y a probablement des personnes qui n'ont pas d'animaux et qui ne comprendront pas comment on peut aimer un animal si vite. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je panique et 1 heure après, je reçois un coup de téléphone. Au début, il n'y a personne qui parle. Donc j'attends 5 minutes sans que personne ne parle au bout du fil. Puis, au bout d'un moment, une voix de robot me dit ceci. Si tu veux récupérer ton chien, suis nos instructions. Va dans ton bureau de travail, déverrouille ton ordinateur et donne-nous accès aux fichiers sur quoi tu travailles. Après cela, sors de ta maison, mais ne la verrouille pas. Prends la direction de l'école de Sophie. Là, quand j'ai entendu le nom de Sophie sortir, j'ai tout de suite pris très peur.
et je me suis demandé comment il connaissait le prénom de ma cousine. Puis prends à droite, il y a un parc. Quelqu'un t'attend avec ton chien. Si tu ne fais pas ce que l'on te demande, tu retrouveras quand même ton chien. Mais pas de la bonne manière, si tu vois ce que je veux dire. J'étais totalement en pleurs. Je sais que les dossiers que j'ai en ma possession sont très confidentiels, mais on parle quand même de la vie de mon chien. Donc, pour tous ceux qui vont juger dès maintenant, je vous le demande, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si ça avait été un de vos enfants, votre animal de compagnie, ou même quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que vous auriez donné ces données justement? Bah moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de tout donner et de récupérer mon chien. Et sur le chemin, j'ai prévenu la police. J'ai alors ouvert mon bureau, j'ai tout déverrouillé. J'ai laissé ma maison ouverte et je suis parti chercher mon chien. Sur le chemin, comme je l'ai dit, j'ai téléphoné à la police. Je leur ai expliqué ma situation et ils m'ont rigolé à la gueule et ils m'ont dit qu'ils avaient autre chose à faire. Alors, ils m'ont raccroché au nez. Bref, je suis pratiquement arrivé devant l'école de Sophie et je ne vois personne. 2 minutes plus tard, je suis dans le parc qui n'est pas très grand et il n'y a personne. Bien sûr, il fait sombre. Il y a quelques lampadaires, mais pas mal d'ombre. J'attends. Et là, je peux voir Ellie qui est tenue dans les bras d'un homme. Il tient mon chien dans ses bras et de l'autre côté, il a un couteau. C'est clairement une menace. J'avance pour aller récupérer Ellie, mais le mec me dit stop et il commence à viser Ellie avec le couteau. Je lève le bras pour dire que j'ai compris, que je ne bougerai pas. Puis le mec reçoit un coup de téléphone. Il se met alors à hocher la tête et le seul mot qu'il dit, c'est OK. Plus je le regarde, plus je me dis que j'ai déjà vu ce mec. C'est là que je tic, que c'est le mec à la capuche qui se tient juste devant moi. Là, le mec lâche Ellie et Ellie ne comprend pas trop et il commence à courir vers moi. Bref, je pleure en récupérant mon chien. Je lève la tête pour voir si le mec est encore là, mais non, il n'est plus là. Je rentre chez moi, je prends quelques affaires et je téléphone aux parents de Sophie et je leur explique tout. Et je leur demande si je peux venir chez eux en attendant que toute cette histoire se règle. Ils me disent alors qu'il n'y a pas de problème. Ils viennent me chercher et ils me disent qu'ils viendront avec moi rechercher ce qu'il faut plus tard. Et surtout pour faire un tour de la maison. Directement arrivé chez eux, je préviens mes responsables de ce qu'il vient d'arriver. Et ils me disent qu'ils vont me tenir au courant, qu'ils vont prévenir la police. J'avoue que j'ai failli rigoler quand ils m'ont sorti ça. Car moi, la police ne m'a pas cru. Donc le lendemain, vers 7h, j'ai reçu un appel de mes responsables qui voulaient que je vienne au poste de police et raconter ce qu'il m'était arrivé. Bref, j'ai passé plus de 7 heures dans leurs locaux. Et pour tout vous dire, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les affaires. Je soupçonne juste de la concurrence, ou alors peut-être un avertissement contre l'entreprise. Je ne sais pas. En tout cas, cette histoire est louche et je n'ai pas plus d'informations. Est-ce que c'est mieux pour moi de ne pas trop en savoir ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, après ça, je n'ai plus remis les pieds dans ma maison. J'ai pris ce que j'avais à prendre et j'ai déménagé dans un appartement plus sécurisé. D'ailleurs, c'est un appartement que l'entreprise m'a proposé. Voilà, donc aux hommes que j'ai rencontrés et qui ont menacé mon chien, ne nous revoyons plus. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette première histoire ? Moi, je l'ai kiffé, c'était vraiment très très cool à écouter et à lire, forcément. À vivre, je pense pas. Je pense que la fille, elle raconte ça. Généralement, les gens qui racontent leur histoire, c'est pour se défouler un petit peu. Poser ce qu'ils ont dans la tête sur papier et pouvoir essayer peut-être parfois de passer à autre chose. Bonjour à tous, je suis nouveau sur Reddit et j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée en juin. Avant tout, je me présente, je m'appelle Léo et j'ai 17 ans. Pour vous mettre dans le contexte, je vis avec mes parents et mes 3 frères dans un quartier très calme, en pleine nature, légèrement reculé du centre-ville. C'est un domaine privé avec une petite forêt et une centaine d'habitations. J'ai vécu toute mon enfance ici, donc je connais le domaine sur le bout des doigts. Je veux dire les moindres recoins, toutes les rues, tous les sentiers de la forêt. Je connais tout par cœur. C'était donc en juin. Mes parents étaient invités à une soirée barbecue chez des parents d'élèves. En effet, mes 2 parents sont professeurs dans la seule école primaire du quartier. Et puisque tout le monde se connaît, ils ont de bonnes relations avec les parents d'élèves et sont même parfois très amis. Mes parents étaient donc invités chez une famille qu'ils connaissent très bien. Ils nous ont proposé, à mes frères et moi, de venir étant donné qu'ils avaient aussi des enfants. Je vais donc à cette soirée barbecue, tout se passe extrêmement bien. Aux alentours de minuit, je veux rentrer, mais mes parents et mes frères veulent rester. Comme je vous l'ai dit, le domaine est très simple et très calme. Notre maison est à quelques minutes à pied. Je connais évidemment mon quartier par cœur et je m'y suis déjà baladé la nuit de nombreuses fois, même étant petit. En fait, il n'y avait même pas de doute ou d'hésitation à ce moment, que ce soit dans ma tête ou celle de mes parents. Il n'y avait aucune inquiétude à ce que je rentre tout seul à pied.
Mes parents me donnent les clés, je dis au revoir à tout le monde et je m'en vais. Je sors de la maison, j'arrive à peine dans la rue principale que tous les lampadaires s'éteignent. Rien d'anormal, c'est la mairie qui a récemment mis en place une extinction des feux à minuit pour faire des économies d'énergie. Mais c'est un peu glauque, il n'y a aucune lumière. La seule source de lumière, c'est la lune qui éclaire à peine. Entre les arbres et tout, on ne voit vraiment rien. Si tu n'as pas de lumière, tu peux te prendre un poteau ou une voiture à l'arrêt. J'ai un sourire nerveux et j'envoie un petit message à mon père genre « Tous les lampadaires sont éteints, c'est trop flippant ». Heureusement, j'avais le flash de mon téléphone ce soir-là et j'avais au moins 50% de batterie puisque je l'avais rechargé avant de partir. Je marche tranquillement, c'est juste un peu glauque de s'éclairer juste au flash et avec tous les bruits de la forêt qui t'entourent, tu flippes pas mal. Petit à petit, j'entends un bruit qui ressemble à celui d'une voiture électrique qui se rapproche. Et en 30 secondes, ce bruit devient vraiment fort, comme s'il était juste à côté de moi. Pourtant, il n'y avait vraiment rien. J'éclaire autour de moi avec mon flash, il n'y a rien. Mais en regardant mon écran, je me rends compte que je n'ai plus que 2% de batterie. Je commence clairement à bégayer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est impossible de perdre autant de batterie en si peu de temps, même si c'était un iPhone. J'éteins donc le flash et j'éclaire mon chemin avec l'écran du téléphone pour économiser un peu de batterie. Je regarde l'heure et je vois qu'il est minuit 33. Au début, j'ai l'impression d'halluciner, mais je regarde en détail et il est bien minuit 33. Sur le moment, je ne fais pas vraiment attention, mais l'information cogite dans mon esprit. J'ai vu les lumières s'éteindre à minuit. Ça ne fait pas 33 minutes que je marche. Du coup, je me dis, ça se trouve, l'extinction a été retardée. C'est peut-être pas vraiment à minuit après tout. Je continue à marcher quand mon téléphone s'éteint. C'est toujours plus flippant, mais je connais mon quartier par cœur. Aucune raison de s'inquiéter. L'étrange bruit de voiture électrique me suit toujours et s'intensifie peu à peu. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais tous les lampadaires se mettent à clignoter. Ça dure à peu près 10 secondes, puis plus rien. Le noir complet. Je panique vraiment et je commence à courir. Dans ma course, mon téléphone se met à sonner, comme quand quelqu'un m'appelle. Je veux répondre, mais mon téléphone est éteint. Juste, il sonne. En regardant mon écran éteint, je ne vois pas où je marche et je trébuche sur le trottoir. Je me fais une petite égratignure au genou, mais rien de grave. Et quand je me relève, je vois le truc le plus flippant de toute ma vie. Je suis dans une rue que je ne connais pas. Pour vous dire, je connais mon quartier, mais je connais aussi toute la ville. Et je n'ai pas pu sortir de mon quartier en 5 minutes. Dans tous les cas, cette rue n'existe pas. Je ne la connais pas. Et je m'en souviens exactement. Je ne l'ai jamais revu de ma vie. Et pourtant, il est ancré dans ma tête maintenant, comme s'il existait vraiment. Comme un endroit qu'on voit souvent dans ses rêves. C'est une sorte de vallée avec une longue route qui mène à une sorte de rond-point ovale. Et autour des maisons typiques de mon quartier. En ce moment, je suis tellement dans l'incompréhension et la peur que je n'arrive plus à bouger. Juste, je suis là. Et je regarde la rue. Il y a toujours l'espèce de bruit de voiture électrique au-dessus de moi. Et je me sens tout bizarre. Je commence à me sentir aspiré vers l'arrière, surtout ma tête, comme si quelque chose tirait mon cerveau. Et j'avais très mal au front. D'un coup, je me réveille. Je suis en sueur, dans mon canapé. Et là, je fais une grosse crise de panique. Je n'ai aucun souvenir d'être rentré chez moi, ni de m'être endormi sur mon canapé. Je regarde mon téléphone, le flash est allumé. Il a environ 40% de batterie. En voulant envoyer un message à mon père, je réalise quelque chose. Le message que j'ai envoyé plus tôt à mon père dans la soirée a été envoyé à minuit 2, ce qui veut dire que les lumières s'étaient bien éteintes à minuit. Mais alors comment j'ai pu marcher jusqu'à minuit 33 ? Je regarde l'heure et maintenant il est minuit 25. Ça n'a strictement aucun sens. Du coup, mon téléphone se met à sonner entre mes mains. C'est un numéro inconnu. Et là, j'entends la chose la plus glauque. J'entends ma respiration saccadée. Probablement moi en train de courir. J'entends le bruit étrange de voiture électrique, mais très fort et très aigu, limite insupportable. Et je m'entends crier, mais crier genre à l'agonie. Je ne vous raconte pas mon état en entendant ça. J'étais paralysé sur mon canapé. Depuis ce jour-là, j'ai une cicatrice en plein milieu du front. Super bizarre. Et je suis persuadé de ne pas en avoir eu avant. Je scrute mon visage tous les matins dans la glace. La cicatrice n'a pas bougé. Elle est encore là aujourd'hui. Un petit trou rond, parfaitement au milieu du front. On pourrait se dire que ça m'est arrivé quand j'ai trébuché. Mais comment ça aurait cicatrisé aussi vite ? Il n'y a pas de croûte ou de sang, contrairement à mes genoux qui sont bien éraflés. Mais là, juste cette cicatrice étrange. Personne n'est au courant. Je n'ai pas envie de passer pour un fou. Voilà pour ce dernier thread d'horreur, mais en tout cas, je l'ai adoré. Soit je sais vraiment pas ce que c'est,
Enfin, ma théorie là dans le truc directement bizarre. Un enlèvement d'extraterrestres. Oui, je sais, ça peut être glauque ou quoi. Bon, si tu veux soutenir tout ce travail, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Et si tu veux voir plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.